Bienvenue à ce cycle de conférences consacré à l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste. Dans cette 19e conférence, j'examinerai les relations entre la Société Saint-Jean-Baptiste et le Parti québécois. La création du Parti québécois en 1968 a posé un défi inédit aux dirigeants de la société parce que pour la première fois, un parti politique crédible prenait en charge la promesse d'un projet national souverainiste qui se rapprochait beaucoup de celui de la Société Saint-Jean-Baptiste. Dans le passé, la Société Saint-Jean-Baptiste avait toujours été méfiante à l'endroit des partis politiques et elle préconisait une certaine distanciation. Donc, l'attractivité du Parti québécois posait des problèmes au mouvement nationaliste, d'une part parce que cette mobilisation drainait les ressources intellectuelles qui auparavant s'investissaient dans les divers mouvements nationalistes. Avec le Parti québécois, la mobilisation se fera à l'intérieur d'un parti et non plus dans le cadre de la société civile. On peut dire que de façon presque prémonitoire, le président François-Albert Angers avait reconnu l'influence du Parti québécois sur l'évolution du mouvement nationaliste, puisqu'il avait attribué l'échec relatif des États généraux à la naissance du Parti québécois et à la concurrence qu'il exerçait sur le mouvement nationaliste. Il mettait d'ailleurs les nationalistes en garde, conformément à la tradition anti-parti du mouvement nationaliste. Il mettait donc les nationalistes en garde contre les compromissions et les tergiversations qui étaient inhérentes à la logique partisane et il craignait, disait-il, que cela mène à la dilution de l'idéal de libération. À la veille de l'élection de 1970, il prévient les membres du danger que représente l'esprit de parti. Je cite un extrait de sa prise de position. S'engager derrière un parti, sous prétexte qu'il est le meilleur, ce serait faire fi de toutes les traditions politiques de notre milieu, de la force de l'esprit de parti qui persiste chez beaucoup des nôtres et, en conséquence, diviser la nation pour la souveraineté et contre la souveraineté. Notre tâche à nous, en cette année d'élection, doit être de faire un effort suprême pour amener notre peuple à mettre enfin son intérêt au-dessus de l'intérêt des partis. Tout souverainiste qu'il était, le Parti québécois inspirait une certaine réticence ou méfiance de la part des nationalistes qui s'étaient battus depuis les années 30 pour faire reconnaître les droits du français et les droits du Québec. Angers va donc en appeler à l'union sacrée de toute la nation pour faire respecter la souveraineté. Dans son esprit, le rôle de la société est d'agir comme un aiguillon qui influence les orientations constitutionnelles de parti. Son rôle n'est pas de se mettre à la remorque d'un parti. Il pense que le rôle de la Société Saint-Jean-Baptiste est de poursuivre le mouvement d'éducation nationale qu'elle a développé au cours du dernier siècle écoulé. Donc, il soutient qu'en dépit des hésitations idéologiques et parfois d'un certain conservatisme excessif, il le reconnaît, la société a exercé une fonction prophétique. Elle a su refléter les aspirations populaires et a proposé des solutions avant-gardistes qui furent reprises par la suite par les partis politiques pour les réaliser. Donc, il conçoit le rôle de la Société Saint-Jean-Baptiste un peu comme un organisme qui éclaire l'avenir et qui construit une pensée nationale. Il craint beaucoup la dilution
des efforts de construction de l'identité nationale dans le cadre partisan. L'arrivée au pouvoir du Parti québécois en 1976 va donc drainer les espoirs de libération nationale, mais aussi va drainer les ressources intellectuelles du mouvement indépendantiste. Il y a un climat d'euphorie qui s'empare des dirigeants de la société, qui, en dépit des mises en garde du président Anger, vont célébrer avec enthousiasme les diverses politiques adoptées par le gouvernement Lévesque, comme par exemple la proclamation officielle du 24 juin comme fête nationale, l'adoption de la loi 101 et d'autres mesures qui sont très bien vues par les dirigeants de la Société Saint-Jean-Baptiste. On est à tel point enthousiaste qu'on en arrive à considérer que l'indépendance était irréversible. Ce fut d'ailleurs le thème qui a été choisi pour le congrès de 1978. Dans son rapport annuel, le président Jean-Paul Champagne écrivait, je le cite, si notre lutte linguistique s'est terminée en beauté et dans une atmosphère d'euphorie et de victoire, il y a une autre lutte nationale en cours. C'est la préparation de l'indépendance que nous croyons irréversible et dont la prochaine étape est le référendum. Donc, à partir de la victoire du Parti québécois et au nom de l'unité du mouvement indépendantiste, la société va se mettre à la remorque de la stratégie du Parti québécois et va consacrer ses ressources à la sensibilisation et à la mobilisation des Québécois en vue du référendum. Les thèmes qu'elle choisit pour ces différents congrès sont très révélateurs de cette orientation qui suit les lignes directrices du Parti québécois. Je donne quelques titres de ces congrès. Préparons notre indépendance en 77, l'indépendance irréversible en 78, l'indépendance, on l'a fait en 79, oui en 80 et l'indépendance, la lutte continue en 81. Donc, concrètement, pour la campagne référendaire, la Société Saint-Jean-Baptiste va considérer qu'il s'agit en quelque sorte de la lutte finale et va mobiliser ses ressources humaines et financières pour soutenir le camp du oui. Elle va créer un comité du référendum qui est présidé par Guy Boutillier. Dans le mémoire qu'elle prépare pour la commission parlementaire sur le référendum, elle dit qu'elle approuve le livre blanc du gouvernement Lévesque en exprimant toutefois deux réserves. D'une part, elle aurait souligné avec plus de force les méfaits du système fédéral et d'autre part, elle aurait présenté le projet d'association économique comme une simple hypothèse et non pas comme une obligation prévue dans la question référendaire. Donc, on voit donc que la société ici manifeste certaines réserves, mais elle n'en continue pas moins de soutenir l'opération référendaire. Par la suite, elle va donc consacrer ses efforts pour soutenir la campagne du oui. Elle va lancer un programme de formation politique appelé les lundis de l'indépendance. Elle commémore le 10e anniversaire du Vive le Québec libre du général de Gaulle. Elle adopte aussi un budget spécial de 100 000 $ pour soutenir la bataille de l'indépendance et va donner une subvention de 50 000 $ au mouvement appelé les étudiants pour le oui. Elle va aussi financer l'impression d'affiches, celle en particulier qui s'intitulait Prends ton pays en main, et elle finance l'impression d'autocollants et de différents matériels publicitaires. Sur le plan de la sensibilisation populaire, elle va organiser des assemblées publiques où les ténors du mouvement souverainiste sont invités à prendre la parole, en particulier Pierre Bourgault, Gilbert Paquette, Jean-Marc Léger, Guy Boutillier, Bernard Landry et Doris Lucier seront les principaux orateurs invités à ces rassemblements. Au rassemblement du 8 mai 1980, Pierre Bourgault pose l'enjeu de la campagne référendaire de la façon suivante. Je le cite. L'indépendance, c'est vraiment le seul héritage
que nous puissions laisser aux jeunes? Est-ce que nous aurons la lâcheté de leur transmettre notre projet ou le courage de leur offrir cette indépendance? Le journal L'Information nationale va publier de nombreux textes pour faire la promotion de l'indépendance et expliquer pourquoi il faut voter oui. Le président même de la Société Saint-Jean-Baptiste, Jean-Marie Cossette, est nommé lui-même au conseil d'administration de la Fondation des Québécois pour le oui, qui est l'organisme qui chapeaute la campagne référendaire. Et la société va aussi publier dans Le Devoir un encart publicitaire pour appeler à voter oui. Cet encart portait le titre suivant: Et si demain, ensemble, on disait oui. Évidemment, au lendemain du référendum perdu, le message de la société se raccroche à l'esprit de continuité, de persévérance et de ténacité dont elle a fait preuve depuis sa fondation. Le président Marcel Henry se réfère au mot d'ordre des contestataires des années 60 en disant: Ce n'est qu'un début, continuons le combat. On attribue bien sûr la défaite aux pressions indues et à la campagne de peur que l'establishment canadien a exercé sur les éléments les plus faibles de la société québécoise. La société va donc relancer le combat et se mobiliser pour organiser la résistance au coup de force constitutionnel lancé par Pierre Trudeau au lendemain du référendum, qui a mis en place les mécanismes de rapatriement de la Constitution. Il s'agissait donc pour la société de se mobiliser contre l'affaiblissement du Québec et de lutter contre le projet de rapatriement de la Constitution. Elle va d'ailleurs à cet effet présenter un mémoire en février 1981 à la Commission parlementaire fédérale sur la Constitution, où elle affirme toujours soutenir la souveraineté totale du Québec. Ces griefs sont nombreux à l'endroit de la démarche fédérale du rapatriement de la Constitution. Elle dénonce ce projet comme une imposture, puisque ce rapatriement de la Constitution a été imposé au Québec. Il n'y a pas eu de consultation. Le Québec n'a pas donné son accord et ceci constitue pour la société une négation de son pouvoir constituant. Le projet de rapatriement du gouvernement Trudeau représente un coup de force, dit-elle, parce que cette nouvelle constitution va réduire les pouvoirs du Québec en matière d'éducation et surtout en matière de politique linguistique. Et on reconnaît que dans cette nouvelle constitution, il n'y a pas reconnaissance du caractère distinct du Québec. Donc, ce projet de nouvelle constitution repose sur la duplicité, la fourberie, en particulier parce qu'ils auront la promesse faite par Trudeau au référendum de changer la Constitution. À l'époque, on pensait que ce serait dans le sens des revendications traditionnelles du Québec. Donc, la société recommande à l'Assemblée nationale de résister par tous les moyens mis à sa disposition et de dire non à cette violation des droits du Québec et d'affirmer solennellement le droit du Québec à l'autodétermination. Au-delà de ces prises de parole et de prises de position, la société veut donner plus de force à ces dénonciations et pour ce faire, elle va contribuer à la création d'un mouvement appelé Solidarité Québec qui va lancer une pétition et cette pétition va recueillir 750 000 signatures qui s'opposent au projet de Trudeau. Elle va aussi organiser un rassemblement public qui va réunir 20 000 personnes au forum le 13 février 1981 pour appuyer la position du Québec dans cette démarche de rapatriement de la Constitution. Ce qu'il faut aussi observer, c'est qu'après l'échec référendaire, le Parti québécois va adopter une nouvelle position, une position défensive quant aux revendications constitutionnelles du Québec.
La société, elle, va prendre ses distances à l'égard de la stratégie étapiste et elle va se donner un nouveau président qui est jeune et farouchement indépendantiste et qui est déterminé à combattre le régime canadien. Alors, ce nouveau président s'appelle Gilles Réaume, qui développe une politique de combat et qui prend des positions plus radicales que celles de ses prédécesseurs. Il lance une opération de revalorisation des patriotes de 37-38 pour en faire des héros et des modèles du combat national. Il propose de transformer la prison du pied du courant en musée national des patriotes. Il propose aussi de commémorer leur mémoire. Et pour faire cette commémoration, il lance un mouvement pour le 150e anniversaire des événements de 37-38. La Société Saint-Jean-Baptiste prend aussi conscience de la nécessité de communiquer et elle intervient de plus en plus directement sur la place publique en publiant des communiqués, des prises de position sur l'actualité, des déclarations et des lettres. Tout ça afin de sensibiliser l'opinion publique. Elle va, entre autres, faire publier le 4 décembre 1981 dans Le Devoir un encart publicitaire dénonçant les traîtres, c'est-à-dire les députés fédéraux du Québec qui ont voté contre le peuple québécois en appuyant le rapatriement unilatéral de la Constitution. Je cite un extrait de cette publicité. Ils l'ont fait en pleine connaissance de cause. Leur responsabilité est totale. Aujourd'hui, ils ont le verbe haut, mais demain, tu seras là et tu leur feras payer leur trahison. Ce sont des traîtres. S'en est suivi une longue saga judiciaire qui va durer plus d'une vingtaine d'années, puisque les tribunaux vont tenter de faire condamner Guy Bouthier et Gilles Réaume à payer des dommages en diffamation envers certains députés fédéraux qui jugeaient l'usage du mot traître inacceptable au Canada. Les juges, finalement, donneront raison à la Société Saint-Jean-Baptiste et valideront l'utilisation du mot traître dans le discours politique. À l'occasion de son 150e anniversaire de fondation en 1984, le Congrès de la Société Saint-Jean-Baptiste adopte une résolution qui prend acte des effets de l'échec référendaire. Et le président Réaume lance alors un appel au ralliement autour d'un projet d'indépendance qu'il qualifie de départisané pour rassembler toutes les tendances idéologiques. Je cite cet extrait qui révèle une nouvelle orientation définie par le président de la société. L'idée d'indépendance doit attirer l'ensemble de la population au-dessus de nos appartenances tant politiques qu'idéologiques. Il n'y a pas de place au sein du mouvement indépendantiste pour des distinctions entre la droite, le centre et la gauche, qui pourraient nous diviser et nous empêcher d'obtenir l'indépendance. Une fois république, le Québec décidera quelles seront les tendances politiques qui le représenteront à l'Assemblée nationale. Cette prise de position libère en quelque sorte la Société Saint-Jean-Baptiste du Parti québécois, qui bien sûr est toujours considéré comme le navire amiral du mouvement, mais qui ne doit pas, aux yeux des dirigeants de la Société Saint-Jean-Baptiste, avoir le monopole de la stratégie devant conduire à l'indépendance. Cette prise de position est d'autant plus importante que le Parti québécois a abandonné en 1984 son objectif fondamental. Donc, cette réorientation du Parti québécois en 1984, puisqu'il abandonne l'article 1 de son programme, cette réorientation va donc laisser les indépendantistes sur la touche et c'est la Société Saint-Jean-Baptiste qui va leur servir de refuge et ils vont donc travailler à l'intérieur du mouvement de la SSJB, ce qui va rendre son discours plus combatif. Gilles Réaume va aussi proposer
de revenir à une des conclusions des États généraux, puisqu'il réfléchit sur les raisons de l'échec du référendum. Il revient avec l'idée qu'il faut que le processus d'accession à l'indépendance repose sur une assemblée constituante. Donc, les États généraux du Québec qui avaient lancé cette proposition, Réaume va tenter de les faire revivre en 1984. Le thème choisi pour le congrès de 85, c'est l'indépendance plus que jamais. Et cette orientation indique que la société s'engage résolument dans la bataille pour l'indépendance. Après son 4e mandat à la présidence, Réaume écrit, je le cite, « Personnellement, j'ai perdu confiance dans la seule utilisation de la voie politique. Celle-ci semble incapable de s'élever au-dessus de la partisanerie qui l'obsède. » Réaume va donc préconiser une autre voie, une nouvelle forme de sensibilisation populaire qui mise sur l'action directe, sur la place publique, en faisant des marches pour l'indépendance. Mon programme, écrit-il pour cette année, se limitera à un seul point, exprimer fortement et d'une façon originale la nécessité de faire l'indépendance. Il va donc poser des gestes d'éclat pour attirer l'attention des médias. Il organise une caravane pour l'indépendance qui l'amène à refaire la route du chemin du roi à pied. Il va partir de Montréal le 20 janvier 85 et il va terminer sa marche le 4 février à Québec. Et tout au long de ce chemin du roi, il va prononcer des conférences sur le thème de l'indépendance. Quelques mois plus tard, il va prendre la décision de faire valoir ses idées sur la scène électorale et il sera l'un des 3 dirigeants fondateurs d'un nouveau parti qui va s'appeler le Parti indépendantiste, qui mettait au centre de son programme la réalisation de l'indépendance et qui se démarquait du Parti québécois en abandonnant l'idée de référendum pour préconiser l'élection référendaire. Donc, la réalisation de l'indépendance ayant été remise au calendrier grec par le Parti québécois, le mouvement nationaliste va tenter de se remobiliser et il sera amené à reprendre le combat pour la défense de la langue française, thème que je traiterai dans ma prochaine conférence. Merci de votre attention et j'espère vous retrouver bientôt.